En ce moment, tout le monde regarde les navires. Ils regardent les gros titres. Ils surveillent les déclarations de Washington, Téhéran et du Pakistan. La plupart pensent que c'est une négociation. Il y a un peu de négociation, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un test de volonté, un test d'endurance, un test pour savoir qui comprend le jeu et qui ne le comprend pas. La question derrière tout ce que nous voyons actuellement est en réalité très simple. Qui cédera le premier? Sera-ce le régime de Téhéran ou sera-ce le président Trump, le président des États-Unis? Maintenant, si vous ne comprenez pas comment l'Iran pense, vous ne pouvez pas comprendre ce processus ni comment tout cela fonctionne. Ce n'est pas qu'une question politique. Ce n'est pas seulement une question de stratégie. Cela remonte à deux racines profondes dans lesquelles nous devons plonger. L'art de gouverner perse et la doctrine des chiites. Vous combinez ces deux éléments et ils créent quelque chose de très spécifique. Un aspect qui a malheureusement échappé à l'Occident pendant de nombreuses années. La patience comme une arme. Il existe un proverbe persan, « Troublez l'eau et vous pourrez attraper le poisson ». Troublez l'eau et les poissons ne savent plus où aller. Ils ralentissent et vous pouvez attraper celui que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prolonger la situation, obscurcir vos intentions, épuiser votre adversaire. Quand ils sont fatigués, prenez ce que vous voulez. Ce n'est pas seulement une métaphore. C'est la stratégie opérationnelle de l'Iran. Nous la voyons se dérouler en ce moment même. L'Iran ne négocie pas pour parvenir à un accord. L'Iran négocie pour modifier l'accord en vous épuisant. Maintenant, pour mettre en œuvre cette stratégie, le régime iranien, le régime terroriste iranien, a besoin de deux choses. Il doit survivre et il a besoin de moyens de pression à utiliser pendant qu'il survit pour user son adversaire. S'il perd l'un de ces deux éléments, tout leur système s'effondre. Alors, d'où vient leur moyen de pression? Le premier levier de l'Iran est assez simple, nous en avons déjà parlé, c'est l'énergie. Vous perturbez le détroit d'Ormuz, vous perturbez le transport maritime. Les prix du pétrole flambent et tout devient plus cher. Et soudainement, l'Europe, qui jusqu'à présent n'avait presque aucun intérêt dans cette affaire et n'a pas répondu aux exigences des États-Unis. Et il y a des exemples comme l'Espagne et d'autres pays qui ont même refusé de permettre aux États-Unis d'ouvrir leur espace aérien. L'Europe est sous pression. Les marchés européens sont sous pression. Les politiciens européens sont sous pression parce que le prix de nos tasses de café, des téléviseurs à écran plat, tous les prix augmentent. Et surtout, quand vous vous arrêtez à la station-service pour faire le plein, vous voyez ce petit compteur qui continue de tourner. Waouh, ce plein me coûte vraiment cher. Et même si les États-Unis sont relativement protégés, c'est-à-dire qu'ils obtiennent leur pétrole localement, le choc sur le système a également fait grimper les prix du pétrole aux États-Unis. Et cette pression revient jusqu'à Washington, jusqu'au président des États-Unis. Maintenant, voici le problème pour l'Iran. En ce moment, le président Trump ne semble pas particulièrement préoccupé parce que les États-Unis, comme nous venons de le dire, sont moins exposés que l'Europe. Car il comprend quelque chose de très important. La douleur à court terme peut être tolérée. Et en fait, elle est tolérée. Les États-Unis fonctionnent. Mais une perte stratégique à long terme ne peut pas être tolérée. C'est-à-dire, si l'Iran possède des capacités nucléaires et menace le détroit d'Ormuz avec cette capacité nucléaire, ou Israël, ou l'Arabie saoudite, ou les Émirats arabes unis, tous les alliés des États-Unis, alors cela affecte les États-Unis. Et si l'Iran possède des capacités nucléaires pour sécuriser le détroit d'Ormuz, cela signifie que, quelle que soit la situation, même si l'Iran et la Chine décident de s'en prendre à Taïwan et de perturber leur industrie, personne ne pourra empêcher le pétrole de circuler depuis le détroit d'Ormuz pour alimenter les ambitions impérialistes de la Chine parce qu'ils ont une arme nucléaire. Cela pourrait aussi toucher directement Washington, D.C. Le second levier de l'Iran est le temps. Et ils regardent le calendrier. Ils observent le système politique américain. Et ils se demandent, pouvons-nous faire traîner cela jusqu'à ce que Trump soit sous pression de son propre parti lors des élections de mi-mandat? C'est leur pari. Maintenant, Trump pense peut-être à deux choses. Soit le Congrès est de toute façon dans l'impasse, donc autant agir maintenant, et cela ne changera probablement pas grand-chose.
Sans un Congrès qui fonctionne, je vais devoir me reposer principalement sur la politique étrangère qui est entre mes mains, ou alors ils misent tout pour essayer d'obtenir un résultat décisif et définir le paysage politique à l'avenir. Mais l'Iran compte sur le temps. Ils font toujours ainsi. Maintenant, le troisième levier sur lequel l'Iran pourrait miser, et je pense que celui-ci est plus faible, et je ne suis pas sûr qu'il mise dessus, mais c'est possible, c'est la Chine. L'Iran adorerait transformer le détroit d'Ormuz en un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Mais c'est là que les États-Unis ont renversé la situation, et c'est essentiel à comprendre. Le détroit d'Ormuz, il n'est pas fermé à toute navigation. Il n'est pas fermé, les navires peuvent traverser le détroit d'Ormuz. Les États-Unis assurent le passage des navires si toutes les mines sont éliminées, ce qui sera fait dans les prochains jours pour permettre la circulation du pétrole. Il y a une seule restriction. Un navire ne peut pas charger de pétrole dans les ports iraniens, c'est tout. Que signifie cela? Un pétrolier chinois peut prendre du pétrole aux Émirats arabes unis. Il peut prendre du pétrole en Arabie saoudite. Il peut prendre du pétrole partout ailleurs dans le Golfe. Il ne peut tout simplement pas prendre du pétrole en provenance d'Iran. C'est là toute l'ingéniosité de la stratégie, car la Chine continue de fonctionner, même si le détroit d'Ormuz est fermé aux navires iraniens, ce qui signifie que la Chine peut survivre. Ce n'est pas idéal, mais elle peut survivre. Les États-Unis ont pris la plus grande arme de l'Iran et l'ont transformée en un point de discorde entre l'Iran et la Chine, car maintenant la Chine reçoit son pétrole, le système mondial fonctionne et c'est l'Iran qui se retrouve isolé. Maintenant, réfléchissez à l'alternative. Si l'Iran ferme complètement le détroit d'Ormuz et menace tous les navires, ce n'est pas l'Amérique qui souffre en premier. Ce n'est même pas l'Europe qui est touchée en premier. Ils nuisent à la Chine. 70% du pétrole de la Chine provient du Moyen-Orient et du Golfe. La Chine doit choisir, exercer une pression sur l'Iran pour qu'il recule ou demander aux États-Unis de rouvrir la route. C'est le piège. Les États-Unis ont réussi à inverser la situation. De cette façon, si l'Iran cesse d'expédier par le détroit et que la Chine ne peut plus obtenir de pétrole des pays du Golfe, la Chine devra faire pression sur l'Iran pour rouvrir le détroit. Maintenant, laissez-moi expliquer quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas et je ne le comprenais pas non plus avant de vraiment me pencher sur la question. Les puits de pétrole ne sont pas des robinets. On ne peut pas simplement les ouvrir et les fermer comme le robinet de votre évier. Après mise en service, un puits de pétrole continue simplement à produire. Pour arrêter la production d'un puits de pétrole et le boucher, la pression dans le puits diminue. Des fluides s'accumulent dans ce puits. L'infrastructure se dégrade. Parfois, on peut redémarrer ce puits, mais parfois, on ne peut même pas le redémarrer. Quoi que vous fassiez, vous n'obtiendrez jamais le même rendement. Nous avons vu cela aux États-Unis, au Texas et dans le Dakota du Nord. Lors du krach de 2020, des milliers de puits ont été fermés. Certains ont redémarré avec un rendement plus faible, mais beaucoup n'ont jamais redémarré du tout parce qu'ils n'étaient plus viables. Appliquez cela maintenant à l'Iran. Si vous bloquez leurs exportations, les stocks de pétrole se remplissent, la production s'arrête, les puits sont mis à l'arrêt. Et là, vous ne touchez pas seulement l'économie iranienne d'aujourd'hui, vous détruisez la capacité future de l'Iran en tant que fournisseur de pétrole. C'est un dommage à long terme, ce n'est pas une sanction. C'est une asphyxie économique du régime terroriste iranien sur le long terme. Et pendant que tout cela se passe, pendant que toute cette asphyxie a lieu en ce moment même, parce que l'Iran ne peut pas se débarrasser de son pétrole et que ses entrepôts débordent, les négociations continuent. Pour mieux comprendre cela, d'ailleurs, la production de pétrole, si vous parlez hébreu et que vous pouvez écouter en hébreu, il y a un excellent podcast qui approfondit le sujet, animé par Nitzan David Fuchs, qui s'appelle « Le Miskaka Gadol », le grand jeu. Que voyons-nous se dérouler devant nous? Davantage de moyens américains sont déployés dans la région. Des groupes aéronavals comme le groupe du porte-avions Bush, des forces amphibies et un énorme renforcement logistique continuent d'affluer au Moyen-Orient. Ce n'est pas statique. Ce sont deux pistes qui se déroulent en même temps, la diplomatie et la force, et elles avancent exactement en parallèle. En fait, de nombreux rapports indiquent qu'il y a des centaines de vols qui ont lieu dans l'espace aérien iranien, très probablement pour observer ce à quoi une invasion terrestre sera confrontée.
Parce que si une invasion terrestre devait avoir lieu, il y aurait un soutien aérien massif, vraiment massif, avant que les troupes américaines ne posent le pied sur ce sol. Donc tout cela est en train de se passer. D'une part, il y a la négociation, et d'autre part, on renforce les forces au cas où la négociation n'aboutirait pas. C'est ce que les États-Unis et Israël continuent d'exiger aujourd'hui, à savoir zéro enrichissement et le démantèlement total du programme nucléaire iranien, ce que, jusqu'à présent, l'Iran refuse de faire. Maintenant, parlons du Pakistan. Les discussions sont censées reprendre, peut-être à Islamabad, peut-être ailleurs. Même Trump maintient l'incertitude. Et cela nous dit quelque chose. La voie de la négociation est ouverte. Mais comme je l'ai mentionné, il renforce ses forces, ce qui montre que rien n'est réglé. Tous ceux qui disent que le ciel nous tombe sur la tête et qui prétendent que les États-Unis reculent. Et ils continuent de dire que quoi que fassent les États-Unis, c'est l'œuvre du New York Times, de CNN, de Haaretz et d'Israël d'essayer constamment de donner une image de faiblesse. Il recule. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est un échec. Ce n'est pas vrai. C'est un énorme succès. Et il n'a pas reculé. Qu'est-ce que les États-Unis exigent? Ils ne cherchent pas un petit accord. Nous avons entendu hier Marco Rubio et le vice-président Vance dire qu'ils ne cherchent même pas un accord partiel. Ils cherchent un grand accord, un démantèlement complet et l'arrêt de l'enrichissement, retirer l'uranium enrichi et en échange un accord global. Intégration économique pour un nouvel Iran, prospérité pour un nouvel Iran et une voie pour retrouver sa place dans le monde. C'est l'offre. Mais voici le problème. Pour l'Iran, abandonner leur uranium enrichi, cela signifie abandonner leur levier. Et s'ils perdent ce levier, ils perdent leur capacité à survivre sur le long terme. Donc, pour revenir à leur proverbe, ils gagnent du temps. Ils font traîner les choses. Ils essaient de brouiller les pistes parce que c'est ce qu'ils font. Et à l'intérieur de l'Iran, que fait le régime à l'intérieur du pays? Le régime fait quelque chose de très précis. Il sait qu'il ne peut nuire ni à Israël ni aux États-Unis. La seule chose qu'il peut faire, c'est convaincre son peuple, qui subit un blackout médiatique total, que le régime est toujours fort. Il ne voit pas ce que vous et moi voyons. Ils ne regardent pas ce podcast. Ils n'ont pas accès aux médias. Ils sont inondés de propagande jour après jour. On leur dit que le régime est en train de gagner. Nous avons déjà vu cela auparavant, car lors de l'opération de juin, ils disaient la même chose à leur peuple. Et il a fallu des mois pour que la réalité rattrape le peuple iranien. En fait, il s'est écoulé 6 mois entre la fin de la campagne réussie en juin et le moment où le peuple iranien est descendu dans la rue en janvier, car il leur a fallu du temps pour comprendre que le régime avait été gravement affaibli. Regardez maintenant, près de 10 000 combattants des gardiens de la révolution islamique auraient été éliminés. Leurs entrepôts ont été détruits et leur capacité à construire et fabriquer des missiles balistiques éliminée. Donc, nous revenons à la question principale. Qui cédera le premier? Est-ce que l'Iran va venir à la table des négociations et céder? Je pense que c'est très improbable parce que leur stratégie, c'est la survie. Ou bien le président Trump va-t-il pousser cela encore plus loin? Si cela s'aggrave, il y a des options. Continuer d'étouffer l'économie, maintenir la pression à travers le détroit d'Ormuz, saisir leurs actifs stratégiques comme Kars et comme les autres actifs dont nous avons parlé les semaines précédentes. Et augmenter la pression interne sur le régime en s'assurant que ces personnes aient accès aux informations. Ce n'est pas théorique, c'est ce qui est en train d'être préparé en ce moment. Et voici à quoi tout cela se résume. Si l'Iran cède en premier, Donald Trump obtient une victoire historique. Si Donald Trump cède en premier et que l'Iran conserve son uranium enrichi, cela aura été une guerre importante et aura freiné l'Iran, mais ce ne sera pas une victoire historique. Et cela signifiera aussi que le régime survit, que la menace demeure et qu'ils conservent leurs moyens de pression. Peu importe la présentation, ce n'est pas une victoire totale. Je veux dire quelque chose d'important pour beaucoup d'entre nous. Lors de la journée du souvenir de l'Holocauste cette semaine, le Premier ministre Netanyahou a abordé un sujet très profond. Pour la première fois en 2000 ans, le peuple juif n'attend pas. Nous agissons réellement. Nous sommes en 1936, 37, 38 et 39 et nous voyons la menace monter à l'horizon. Mais cette fois, nous agissons à l'avance. Nous nous défendons. Nous prenons notre destin en main. Et avec l'aide de Dieu, nous frappons ceux qui cherchent à nous détruire avant qu'ils ne puissent agir.
Prenons un instant de recul et réfléchissons-y. Pendant 2000 ans, le peuple juif a vécu en exil, persécuté. Nous étions sans défense. Et maintenant, les forces de défense israéliennes, nos soldats, ainsi que la détermination du peuple israélien et de nos dirigeants à agir. Ce n'est pas la norme dans l'histoire. C'est historique, et cela ne devrait jamais être considéré comme acquis. C'est pourquoi nos ennemis sont si contrariés. C'est pourquoi nos ennemis essaient de les présenter autrement. Tout comme l'autre jour, et lorsque j'ai eu un débat avec Mehdi Hassan a fait une affirmation. Il essaie de tout recadrer. Il a tenté de déplacer la conversation du programme nucléaire de l'Iran vers le fait qu'Israël pourrait, selon des rapports étrangers, posséder une arme nucléaire. C'est son obsession. Il a affirmé qu'Israël est lié par la résolution 487 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est faux. La résolution 487, et il est important que nous le sachions tous, n'est pas une résolution du chapitre 7. Seules les résolutions du chapitre 7 des Nations Unies sont contraignantes et exécutoires. Il n'existe aucune résolution nucléaire du chapitre 7 contre Israël, mais il y en a contre l'Iran. Et cela compte parce que les faits comptent. Et nous pouvons voir les ennemis d'Israël essayer de déformer ces faits et de manipuler cet argument. Nous y voilà. Les navires se déplacent et continueront de traverser les détroits. Les négociations sont en cours, mais la pression monte. Et sous tout cela, la seule question qui demeure est « qui cédera le premier ?» L'Iran va-t-il abandonner sa stratégie de retardement et renoncer à son moyen de pression? Ou bien les États-Unis vont-ils reculer et laisser le régime avec assez de force pour reprendre le combat plus tard? Ce n'est pas qu'un accord, c'est la forme que prendra la prochaine décennie, voire plus. Parce qu'au final, l'histoire ne retient pas ceux qui ont parlé le plus longtemps, ni ceux qui ont agi le plus longtemps. Elle se souvient de ceux qui ont tenu bon jusqu'à la victoire. Nous vivons vraiment des jours décisifs au Moyen-Orient, pour Israël, pour les États-Unis, et je pense qu'on peut dire sans risque que c'est le cas à l'échelle mondiale. Merci de m'avoir rejoint pour ce podcast True East.